De nos jours, de nombreuses personnes bénéficient des vols à bas prix et des lignes de bus publics pour voyager où elles doivent se rendre. Et la plupart d'entre nous se sentent en sécurité en sachant que chaque fois que nous prenons les transports en commun, que ce soit le bus, l'avion ou le train, nous sommes entourés de foules de personnes qui seront témoins ou même interviendront si jamais il nous arrivait quelque chose d'anormal. Cependant, les choses n'ont pas toujours été ainsi pour les transports publics britanniques. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que les wagons de train sans accès au couloir ont commencé à être retirés du service, car les trains étaient un moyen de transport tellement courant au fil des années. Tout crime qui se produisait provoquait une hystérie collective et répandait la peur et le doute quant à la véritable sécurité de voyager seul dans les transports publics. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 affaires de meurtre qui ont semé la terreur. Elizabeth Camp, le jeudi 11 février 1897, aurait dû être une journée parfaitement ordinaire pour Elizabeth Annie Camp, gouvernante de 33 ans. Elizabeth était allée rendre visite à sa sœur aînée à Hounslow ce jour-là, y restant environ 2 heures, et avait fait quelques courses pour son prochain mariage avant de prendre le train de 19h42 pour retourner à Waterloo. Le fiancé d'Elizabeth, Edward Berry, un marchand de fruits, l'attendait à l'autre bout de son trajet. Berry était en avance pour l'arrivée du train à 20h25 et alors qu'il attendait sur le quai et que les passagers commençaient à descendre, il scrutait la foule à la recherche de sa fiancée. Lorsqu'il ne parvint pas à la trouver, il se demanda s'il s'était la manqué et si elle était sortie pour l'attendre. Sur le point de partir, Barry nota une agitation plus loin. La police accompagna bientôt un petit groupe d'ouvriers du chemin de fer. Curieux et probablement pris d'une légère panique, Barry s'approcha du groupe pour demander ce qui s'était passé, pour apprendre qu'un nettoyeur de wagon avait vu les jambes d'une femme dépasser dessous un siège dans une voiture de seconde classe. Le corps d'une femme avait été trouvé partiellement caché sous un siège. Le corps fut transporté à l'hôpital Saint-Thomas, où Edward Berry l'identifia comme étant sa future épouse. Les médecins ont rapidement déterminé la cause du décès. Le corps d'Elizabeth avait été frappé à plusieurs reprises et à l'intérieur de la voiture se trouvait une quantité effrayante de sang. Le surintendant Robinson du London South and Western Railway et le chef inspecteur Marshall de Scotland Yard ont travaillé ensemble pour diriger l'enquête. Il a été déterminé qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle et les enquêteurs ont donc rapidement écarté l'hypothèse d'un meurtre à motivation sexuelle. Cependant, ils ont découvert que les poches d'Elizabeth avaient été fouillées et que son sac à main contenant une petite somme d'argent avait disparu, ce qui suggère que le but initial était le vol. Le billet de train d'Elizabeth, qu'elle avait lors de l'embarquement, avait aussi disparu. Il était peut-être dans son sac à main et n'a pas été pris volontairement. Cependant, Elizabeth portait toujours sa broche et ses boucles d'oreilles, donc on ignore si le meurtrier était simplement paniqué ou pressé, ou s'il y avait réellement un mobile caché et que la scène avait été mise en scène. Les enquêteurs ont reconstitué les circonstances du crime et ont découvert qu'Elizabeth s'était probablement défendue contre son agresseur. Femme de forte corpulence, la peur s'est répandue lorsque la nouvelle du meurtre a éclaté. Les femmes s'interrogeaient sur la sécurité de voyager seules en train. Après tout, si quelqu'un d'aussi impressionnante qu'Elizabeth Camp pouvait être maîtrisé, alors il était certain que n'importe qui d'autre avait très peu de chance. Selon la sœur d'Elizabeth et un porteur qui l'avait aidée avec ses colis, le compartiment dans lequel elle était montée était vide lorsqu'elle y est entrée, ce qui signifie que le meurtrier avait dû monter à un moment donné lors des autres arrêts du trajet. Les seuls indices trouvés dans le compartiment étaient un parapluie appartenant à Elizabeth et une paire de boutons de manchette en os, bien que certaines sources mentionnent un seul bouton de manchette. Alors que les enquêteurs fouillaient les voies à la recherche d'indices, ils tombèrent sur un grand pilon de pharmacien sur un talus entre Putney et Wandsworth. Le pilon était taché de sang et des cheveux y étaient attachés. Selon les médecins, cela pourrait être l'arme du crime. Cependant, vu les limites de la science médico-légale en 1897, aucune empreinte digitale ni trace d'acide désoxyribonucléique n'a pu être relevée sur le pilon. La police a découvert plusieurs suspects dans l'affaire d'Elizabeth Camp.
Le propriétaire du pub où elle travaillait a nié toutes les rumeurs selon lesquelles elle l'aurait rejeté, et un ancien fiancé a été examiné, mais il s'est avéré qu'il avait un alibi solide. Beaucoup d'importance a été accordée au fait qu'Elizabeth prêtait de l'argent à des amis et à des membres de sa famille, et son beau-frère a été interrogé et a dû justifier ses déplacements la nuit où elle a été assassinée. Cependant, la preuve la plus convaincante est venue d'un pâtissier qui était passager dans le train. Le pâtissier de Chiswick a dit à la police qu'un homme était descendu en hâte à Wandsworth. Il a été décrit comme un homme de taille moyenne dans la trentaine, portant une moustache sombre, un seau de forme et une redingote. 2 porteurs du train ont également confirmé avoir vu un homme correspondant à la description donnée, mais il n'a jamais été retrouvé. Finalement, la police n'a pu relier aucun de leurs suspects, ni à l'arme du crime, ni au train. Une enquête a duré 6 semaines et le jury a conclu à un meurtre volontaire par des personnes inconnues. 122 ans plus tard, le meurtre d'Elizabeth Hannicamp reste non résolu. Thomas Briggs. Né le 31 octobre 1840, Franz Müller était un tailleur allemand qui est aujourd'hui célèbre pour avoir commis le premier meurtre dans un train britannique. En 1864, la victime de Müller était Thomas Briggs, âgé de 69 ans, qui travaillait comme banquier et laissa derrière lui une épouse et une fille à sa mort. Le 9 juillet 1864, Briggs a été frappé jusqu'à perdre connaissance et volé alors qu'il voyageait dans le train de la North London Railway de 21h50 de Fenchurch Street à Chalk Farm. À 22h11, 2 employés de banque sont entrés dans le wagon et ont découvert une mare de sang qu'ils ont aussitôt signalée au chef de train. 10 minutes plus tard, un conducteur de train circulant en sens inverse a aperçu un corps sur un talus à côté des voies, entre les gares d'Oldbow et de Hackney Wick. Le corps retrouvé était celui de Thomas Briggs, jeté hors du train. Il lui manquait ses lunettes en or, sa montre en or et une chaîne en or. Cependant, 5 livres sont restés dans sa poche. Bien que Briggs ait été transporté d'urgence dans un pub où un médecin s'est occupé de lui, il est décédé plus tard chez lui de ses blessures la nuit suivante. Il avait subi de multiples lacérations à la tête et une fracture du crâne. À l'intérieur de la cabine où se trouvait Briggs, on a retrouvé une canne couverte de sang, ce qui a amené les enquêteurs à se demander s'il s'agissait de l'arme du crime ou non, ainsi que son sac. La police a aussi découvert un chapeau en castor noir qu'ils croyaient initialement être à la victime. Cependant, il a été établi par la suite qu'il appartenait au meurtrier. Le 18 juillet, un chauffeur de taxi nommé Matthews s'est présenté avec ses soupçons concernant Franz Müller. Müller avait auparavant été fiancé à la fille aînée de Matthews et il était récemment venu chez lui avec une chaîne en or dans une boîte. Alors qu'il attachait la chaîne à sa propre montre, il remarqua que la boîte avait été vendue par un bijoutier de Cheapside et les autorités allèrent enquêter dans la boutique appartenant à John Death. Death confirma qu'il avait effectivement reçu Franz Müller dans sa boutique le 11 juillet. La police avait obtenu une photo de lui de la part de Matthews et que Müller avait échangé une chaîne en or contre une chaîne bon marché ainsi qu'une bague. Matthews confirma également que le chapeau en castor appartenait à Müller, précisant que c'était lui qui l'avait réellement acheté pour lui. La police a émis un mandat d'arrêt puis s'est rendue au domicile de Müller où sa logeuse a de nouveau confirmé que le chapeau appartenait à Müller. Elle a également déclaré aux autorités qu'il était parti le 14 juillet et qu'il n'avait pas eu un comportement suspect lorsqu'il était rentré chez lui le soir du 9. Elle a affirmé qu'il n'y avait pas de sang sur ses vêtements lorsqu'elle les a lavés. Les enquêteurs ont découvert que Müller avait embarqué sur un navire à destination de New York et ils l'ont rapidement suivi le 20 juillet pour le poursuivre. Leur navire est arrivé 3 semaines avant celui de Müller qui a été arrêté à son arrivée le 25 août. On a retrouvé sur lui la montre en or et le chapeau de Briggs. Il avait modifié ce dernier pour tenter de se déguiser maladroitement. Müller a été extradé au Royaume-Uni pour y être jugé. Tout au long du procès, il a clamé son innocence, affirmant qu'il était ailleurs lors du meurtre, notamment dans un bordel. Plusieurs témoins ont été présentés par la défense et il a été affirmé que Müller avait obtenu la montre d'un homme sur les quais. Le jury n'a pas cru à cette version et n'a mis que 15 minutes pour le déclarer coupable de meurtre le 29 octobre. Müller a été pendu publiquement devant la prison de Newgate à Londres le 14 novembre. 50 000 spectateurs ont assisté à la scène. Selon les rapports, avant d'être pendu, il a dit à un pasteur germanophone « Je l'ai fait » lorsqu'on lui a demandé s'il en était responsable.
La pendaison de Müller fut l'une des dernières exécutions publiques en Angleterre. Bien que le meurtre de Briggs ait été horrible et inutile, il a permis de trouver plus de solutions pour assurer la sécurité des passagers dans les trains. À la suite de ce décès, la corde d'alarme a été installée dans tous les trains et des wagons avec couloirs ont été créés. Yvonne Laker. Dans le train de Southampton à Reading de 15h25 le lundi 29 juin 1964, un garçon de 12 ans est allé aux toilettes pour se retrouver face à la scène macabre et effrayante du corps d'un adolescent assassiné. Effrayé, le garçon s'est enfui en criant et a alerté un passager qui a tiré sur le cordon de communication alors que le train quittait Basingstoke. La victime, Yvonne Laker, âgée de 15 ans, rentrait à son internat après être montée à Southampton. Son père était un militaire de la Royal Air Force basé à Singapour et Yvonne avait passé le week-end chez ses grands-parents. Ce sont finalement eux qui ont officiellement identifié son corps. Le manteau bleu d'Yvonne a été retrouvé dans le train alors que ses chaussures et sa barrette ont été découvertes le lendemain le long des rails à 16 km au sud de Basingstoke. L'adolescente n'avait pas été agressée sexuellement, mais elle avait été violemment frappée à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre et sa gorge avait été tranchée avec les débris de cette bouteille. Des éclats de verre et beaucoup de sang jonchaient la scène du crime. Les enquêteurs soupçonnaient qu'Yvonne avait été tuée juste après Winchester, l'un des 7 arrêts effectués pendant le trajet. À ce moment-là, le train était presque vide. Le seul indice trouvé dans l'affaire d'Yvonne Laker était le sac en papier brun à fond renforcé, comme celui qu'un marchand de vin utiliserait. À l'intérieur se trouvait un emballage à pain imperméable à la graisse, 4 biscuits et une boîte de Marks & Spencer's. Malgré les tentatives de la police pour identifier le propriétaire, personne ne s'est jamais manifesté pour réclamer le sac et il est donc soupçonné qu'il appartienne au meurtrier. Au cours de l'enquête, 40 des 60 passagers se sont rapidement manifestés et ont ensuite été innocentés. Le seul suspect dans la mort d'Yvonne était un homme marié de 27 ans, père de 3 enfants, qui avait été arrêté pour des infractions routières et avait mentionné se trouver dans le train au moment du meurtre. Du verre vert correspondant à celui de la scène du crime a été retrouvé dans les poches de l'homme non identifié, mais il a affirmé ne pas savoir comment il s'y était retrouvé. En expliquant ses déplacements de la journée, l'homme a déclaré s'être rendu à la bourse du travail de Basingstoke, puis dans un pub de Church Street. Ensuite, il a pris le mauvais train en voulant se rendre à un bureau de recrutement des Royal Marines à Winchester, mais il était monté à la place dans le train en direction de Reading. L'homme a été jugé le 23 novembre 1964, où un journaliste a déclaré que l'accusé était monté dans le même compartiment que Yvonne. L'accusé a affirmé qu'un autre homme d'une trentaine d'années, mesurant 1,75 m, vêtu d'une veste de sport, d'une chemise blanche et d'une cravate, avait commis le crime. Selon l'accusé, il a vu un homme soutenir Yvonne en passant un bras autour de son épaule. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il a dit qu'elle était malade, a affirmé l'accusé. Il a ensuite ajouté qu'il n'a plus vu le couple ensemble après cela, mais qu'il a vu l'homme ressortir seul des toilettes. Et lorsque l'accusé a demandé s'il pouvait faire quelque chose, l'homme lui a dit de s'occuper de ses affaires. Une série de témoins ont confirmé avoir vu un homme agir de façon suspecte près de la voie avant de s'enfuir, et l'un d'eux a même affirmé que l'homme jugé n'était pas le même que celui qu'il avait vu. Plus de 6 heures plus tard, un jury a acquitté l'accusé du meurtre. Cependant, il aurait incendié 4 granges dans le nord du Hampshire et mis le feu à des meubles dans une maison à Basingstoke. Et a ensuite été condamné à 18 mois de prison en lien avec une grange et les meubles. Aucun autre suspect n'a jamais été identifié et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé le jour où Yvonne Laker a été assassinée. Son affaire reste non résolue. Comtesse Teresa Lubajanska, militante sociale, résistante et survivante de 2 camps de concentration nazis, la comtesse Teresa Lubajanska n'était pas étrangère au côté le plus macabre de la vie. Née en avril 1884, elle était membre d'une famille noble du sud-est de la Pologne. Et, à l'âge adulte, elle épousa un comte issu d'un clan autrefois puissant, avec qui elle vécut sur son domaine jusqu'à l'insurrection bolchevique de 1918, qui vit le domaine familial saisi et son mari poignardé à mort. Teresa s'est enfuie avec son fils à Varsovie, où il a ensuite rejoint l'armée et est mort en 1939 lorsque les nazis ont envahi la Pologne.
Teresa a rejoint la résistance par défi et a été arrêtée avec des prisonniers évadés chez elle. Par conséquent, elle a été envoyée à Auschwitz puis transférée au camp de concentration de Ravensbrück. Après sa libération, Teresa s'est réfugiée au Royaume-Uni où elle a milité pour les prisonniers de guerre et cherché à obtenir des dédommagements pour eux. Au moment de sa mort en 1957, elle avait 73 ans et vivait dans un appartement à Kensington. Avant l'agression qui a conduit à sa mort le 24 mai 1957, Teresa avait dit à des amis qu'elle était allée voir la police pour leur dire qu'elle se sentait menacée et que sa vie pouvait être en danger. Mais on ignore toujours pourquoi elle se sentait menacée ou qui la menaçait. La nuit de son meurtre, Teresa rentrait chez elle après avoir dîné avec des amis à Ealing. Un membre du personnel de service à la station de métro Gloucester Road a entendu des pas dans les escaliers de secours vers 22h20. Ce n'était pas un bruit inhabituel car les resquilleurs tentaient souvent d'utiliser les escaliers pour éviter de payer leur ticket. Cependant, peu après le bruit des pas, une voix féminine a crié « Bandit !» Inquiet, l'employé est allé enquêter. Et il a trouvé une femme grande, aux cheveux blancs, qui marchait lentement vers l'ascenseur. Notant sa fragilité, l'employé lui a offert son bras et l'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. En demandant « Et les bandits ?» Teresa a alors répondu « J'ai été poignardée !» C'est alors que l'employé a remarqué du sang coulant sur le devant de sa veste. Il a demandé où était le bandit, mais Teresa a dit qu'elle l'ignorait. Au niveau de la rue, les urgences ont été appelées et Teresa a été temporairement confiée à l'inspecteur de la station. Un policier hors service a escorté la femme à l'hôpital Sainte-Marie et en chemin, elle lui a dit « J'étais sur le quai, puis j'ai été poignardée ». Teresa est morte peu après son admission à l'hôpital. L'équipe d'enquêteurs a fouillé la gare mais n'a pas réussi à trouver d'armes du crime. Ils ont aussi noté l'absence de sang ailleurs qu'à proximité de l'ascenseur, empêchant de déterminer le lieu exact du meurtre. Alors que les autorités cherchaient un mobile derrière le meurtre, elles ont écarté la piste du vol car rien n'avait été dérobé à Teresa. Ils ont également estimé qu'un quai bien éclairé dans un lieu public n'était pas un endroit probable pour commettre un meurtre prémédité et qu'un petit couteau, comme celui qui a infligé les 5 coups de couteau à Teresa, était peu susceptible d'être utilisé pour un assassinat. Malgré l'identification du train emprunté par Teresa, le contrôleur et le conducteur n'ont rien vu de suspect. Les tunnels adjacents ont été fouillés sans nouvelles pistes. On suppose que le meurtrier s'est échappé par les escaliers de secours. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche sur l'affaire de Teresa. La police des transports de Londres a retrouvé les chauffeurs et les contrôleurs de bus présents dans la région à ce moment-là. En tout, 214 trains de la ligne Piccadilly ont été inspectés. Des centaines d'employés du chemin de fer ont été interrogés, y compris 64 membres d'équipage de train. Dans les mois qui ont suivi, tous les couteaux découverts ont été confiés à la police pour une analyse médico-légale. Lors d'une enquête tenue le 19 août 1957, il a été constaté qu'un nombre impressionnant de 18 000 personnes avaient été interrogées par la police au cours de l'enquête. Le verdict de l'enquête a été, sans surprise, un meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Des policiers parlant polonais se sont mêlés aux invités lors des funérailles de Teresa, écoutant attentivement tout discours ou conversation à l'affût du moindre indice ou de la moindre révélation de coupable, mais cette tentative de trouver des réponses n'a rien donné. Plusieurs suspects ont été identifiés dans le meurtre de Teresa, notamment un employé de l'école qui s'était présenté le lendemain avec des blessures au visage, mais cette piste ne semble pas avoir abouti. Un homme aperçu en train de rôder dans la gare quelques jours avant l'agression a été retrouvé et localisé, mais il s'est avéré qu'il était en soins psychiatriques au moment du crime. Malgré l'enquête approfondie et minutieuse menée par les autorités, le meurtre de Teresa Lubianska reste non résolu. Cela fait donc 4 meurtres glaçants dans des trains. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.